Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Ligue des Champions, football européen avec mon ami Carter. Comment ça va, Carter? Au top, au top de ma forme, content d'être avec vous deux, en espérant passer un chouette moment ce soir et parler de la chose qui nous réunit toujours, le ballon rond. Et là, vous voyez, vous me dites, mais qui est cette personne-là que je vois là avec une caméra, mais qui est-ce? C'était Erwan, comment ça va, Erwan? Oui, ça va. On est sorti de la misère, on a une caméra. Donc, heureux de pouvoir enfin dévoiler mon visage au monde entier. On est heureux qu'ils puissent voir ce que nous on avait déjà vu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout à commenter. Commentez pas assez. C'est très important. Enfin, nous, ça nous intéresse d'avoir un peu vos avis. Et aussi, une grosse annonce, évidemment, c'est que vendredi, donc ce vendredi 14 mars, on sera en live. Pourquoi? Ben, pour débriefer la première liste de Rudy Garcia. On parlera sûrement aussi de ce qu'un certain gardien de Al-Qacedia a dit. On va pas trop en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si. Parce que Carter. Enfin, je sais qu'Erwan Vernon, il y a un de vous deux qui est. Mais, ou alors vous êtes tous les deux pas là, je pense, peut-être. Pour vendredi, vous êtes là. Moi, c'est en suspense encore, je m'étais mis en réserve au cas où, mais il y a moins que je sois là. Je n'ai aucune Ouais, idée, hein, mais Diable Rouge, j'ai dû mettre sur une des deux pour le émissions de Diable match, Rouge je quand même, pense, ouais, dis-moi. oui, oui. Ouais, je pense que c'est Muse et Jules. Bah, allez, je vais quand même vous demander vos avis vite fait, très très vite fait, en 30 secondes. C'est quoi un peu vos avis par rapport à Koum Castel, ses propos? Je commence, je pense que sur le fond, il a pas tort, mais c'est très opportuniste parce qu'on connaît sa position. Enfin, voilà, il est gardien, il joue au même poste que Courtois. Donc c'est très opportuniste et franchement, si des choses comme ça doit pas se dire en public avec, comme on sait, la fragilité un peu du vestiaire des Diables ces derniers mois. Donc voilà. Pas trop fan de l'intervention de Kuhn. Et toi, Carter? Ben, moi, a priori, je me suis arrêté que sur le fond depuis hier. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de penser à la forme, à part les tweets que j'ai pu voir passer des différents médias. Mais je trouve qu'il a vraiment raison par rapport à la gestion du cas Courtois. Et il dit ce qu'il arrange, entre guillemets. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je suis pas vraiment sûr. Après, c'est vrai que le timing est pas parfait et surtout que le dire, j'ai même l'impression qu'il met un peu Trossard en porte-à-faux avec l'équipe parce que quand il dit il appelle pas Trossard et bah, Trossard il va justifier comment après. Donc ouais, c'est vrai que sur le fond, je trouve qu'il a complètement raison et c'est quelque chose qu'on pensait tous juste qu'on ne l'a jamais dit. Sur la forme et sur le timing, c'est pas ouf. Ça va. Moi, je laisserai mon avis pour vendredi. Donc, on vous attend vendredi, on vous dira à l'heure, ce sera en soirée, évidemment, mais on en parlera sûrement avant ou après le débrief de la liste. Donc, au sommaire, cette semaine, on va parler de football européen et pas du week-end parce que le week-end puait bien sa mère malgré le retour de la première ligue. On va pas débriefer un Arsenal Manchester United. Désolé, franchement, j'adore, mais on va pas aller là. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu le match, malheureusement, en Liga du FC Barcelone qui était annulé pour le décès du médecin, qui est une triste nouvelle. Mais sinon, il y avait pas grand-chose cette semaine. Mais il y avait Ligue des Champions. Donc, on va revenir sur la Ligue des Champions du week-end passé. On va peut-être un petit peu faire une preview pour la suite. Et donc, comment on va aborder la Ligue des Champions? C'est donc pour chaque match, donc pas vraiment chaque match, peut être 5 des huitièmes de finale. On va aborder ces matchs en posant une question donc sur le fond, sur le match aller, sur la suite. Et on va un petit peu voir ce que Erwan et Carter en pensent. Et moi aussi, je vais peut-être un peu donner mon avis. Et on va évidemment commencer par le choc de ces huitièmes de finale, donc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, où Liverpool est venu s'imposer en fin de match au Parc des Princes 0-1 grâce à Harvey Elliott. Donc, première question que j'ai envie de vous poser sur ce match. Est-ce que le PSG peut aller chercher une qualification en fil après ce qu'ils ont montré? Est-ce que le PSG peut? Oui, il peut. Oui, il peut. Je pense que s'ils reproduisent à minima la même performance, tout est possible pour le Paris Saint-Germain. Et le point positif par rapport aux dernières euh, phase éliminatoire de Ligue des Champions, c'est que j'ai l'impression que c'est un PSG plus solide et mentalement plus prêt. C'est bizarre, à chaque fois, on a toujours l'impression que ils sont un peu fébriles, on a toujours l'impression qu'ils peuvent craquer. Bah, c'est vrai qu'il y a toujours l'élément qui fait que ça craque toujours, entre guillemets, Marquinhos. Mais sinon, j'ai l'impression que au-delà des qualités, au-delà de la manière dont ils jouent,
mentalement, c'est une équipe qui est plus rassurante que ce qu'elle était lors des précédentes saisons, en Champions League du moins. Donc, est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, ils peuvent le faire s'ils reproduisent à minima la même performance qu'au match aller. Ils peuvent ou ils vont? Genre, toi t'y crois foncièrement? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune chance que Liverpool refasse le même match. Et en plus, Anfield, ça m'arrache un peu la gorge de le dire, une des meilleures ambiances de Première Ligue du monde, un des endroits les plus durs, enfin, un des endroits les plus durs à jouer au monde. En Champions League, un match qui compte est à l'avantage. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Je suis pas sûr. Voilà, c'est ma réponse. Je suis pas sûr parce que je pense pas que, enfin, je suis même sûr à 100% que Liverpool ne refera pas le même match. Euh, Ils seront beaucoup moins naïfs, auront beaucoup plus de tranchants. Et il suffit d'un but. Après, je pense pas que le PSG pourra en mettre 2 ou 3 à Liverpool. Tu vois, il suffit d'un but qu'ils en remettent et puis après c'est fini pour moi. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? Je suis pas sûr. Et toi, Erwan, c'est quoi ton avis sur cette question? Moi, je pense que le match va être vraiment différent parce que d'office, Liverpool, ils ont fait un choix aussi parce que c'est pas juste de l'incapacité due à la maîtrise du PSG, c'est aussi parce que ils sont vraiment venus pour jouer le match nul. Il y a eu un miracle, ils ont marqué sur leur seule occasion, donc super pour eux. Et je pense que là, ils vont presser beaucoup plus haut. Ça veut dire que potentiellement aussi, le Paris Saint-Germain, c'est quand même une équipe qui est très bonne sous pression. Je pense que ça m'étonnerait pas que, à défaut d'avoir autant d'occasions, d'avoir plus de grosses occasions. Maintenant, il y a un autre défaut qui peut avoir au Paris Saint-Germain. On sait qu'Ousmane Dembélé, il est en pleine bourre. Ramos, il met ses buts par-ci par-là. En fait, tout le monde met un peu ses buts, mais ça manque. Et c'est un défaut des équipes d'Enrique. Enfin, oui, il peut peut-être pas grand-chose, mais il manque de tueurs. Il y avait son Espagne, il y avait la même chose. Et finalement, l'Espagne, enfin, je pense il y a l'Europe 2021, je peux me tromper, mais c'était sans doute la meilleure équipe du tournoi. Et au final, on a ce problème où il y a ni percussion, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Nico Williams ni Yamal, pas de buteur pour finir les occasions. Ici, on se retrouve avec de la percussion. On a Barcola, Ousmane, c'est bien. Dembélé, jusqu'où il va emporter sa finition, jusqu'à quel niveau le mec s'est transformé en Cristiano Ronaldo niveau finition en 2025. Je pense qu'on voit aussi les limites quand il y a des matchs où on a besoin d'une occasion, un but, et du coup j'ai un peu peur de cet aspect-là pour eux parce que je pense qu'ils vont se créer des grosses occasions, qui peuvent le faire, mais que Liverpool sera, comme il l'a dit, bien plus fort déjà parce que ils vont presser plus haut. Et si le football est juste, le PSG doit passer, mais le football est injuste, donc je pense que je mettrai la pièce sur Liverpool. Si je dois répondre, je me dis, dans le sens, je vous suis où Liverpool va peut-être pas faire 2 fois le même match, mais est-ce que Alisson aussi peut faire, lui, 2 fois le même match où il a été. Ok, c'est un très bon gardien, mais là, il était à un niveau plus qu'un très bon gardien, il était exceptionnel. Enfin, là, il a fait une prestation. Voilà, Alisson, je pense que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu à ce niveau-là. C'est pas par hasard aussi, je pense que Liverpool avait été chercher cet été, donc déjà en avance, Mamardashvili qui sortait d'un gros euro avec la Géorgie. Et je me dis, ok, ils ont peut-être joué un peu plus bas, ils ont peut-être joué le nul, mais est-ce que le Liverpool qu'on voit en 2025 depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression que c'est quand même difficile. Enfin, contre les Wolves, il y a quelques semaines, ils ont fait 0 tir cadré en deuxième mi-temps face à Wolverhampton. Alors, je ne dis pas qu'ils vont faire 0 tir cadré, mais je me dis, j'ai l'impression que footballistiquement, il y a une équipe qui m'a plus convaincu. Et je pense même que Paris peut venir à Anfield prendre le ballon. Et deuxième chose, Anfield, ouais, ok, j'entends, c'est une grosse ambiance, et la remontada face au Barça, et ça peut pousser. Mais je trouve que, quand même, je pense, ce week-end, Southampton a pu jouer. J'ai vu pas mal d'équipes pouvoir venir embêter Liverpool, entre guillemets, à Anfield. Je ne mets pas, par exemple, ça au niveau d'un City. Un City à domicile ces dernières années. Alors, on parle souvent de leur public et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus effrayant que Anfield. Ok, il y a la musique avant tout ça. Waouh, c'est incroyable. Mais je sais pas, je me dis que voilà, ça peut. On en fait peut-être un peu trop. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi. Ça dépend vraiment du momentum, comment ils le saisissent en fait en Anfield. Mais on l'a vu avec l'Atlético, hein, quand il y a eu le fameux le Cholismo n'est pas mort, et tout ça. Enfin, tout le monde s'en rappelle, mais on a vu cet épisode, ils sont pas si imprenables que ça. Mais il y a quelque chose. Bon, franchement, c'est pas très analyste, c'est pas appuyé sur grand chose, mais la grâce a touché Liverpool toute la saison, cette saison. Et même ça là, je veux dire, enfin, ça là, on est le symbole, ce que je veux dire, mais je veux dire, tout leur réussit, je veux dire, chaque match de première ligue, leur réussit, c'est vraiment une folie. Alors, je dis pas qu'ils méritent pas d'être champions, mais les 15 points d'avance sur Arsenal, par exemple, c'est pas représentatif, et franchement, enfin,
je serais surpris quand je vois le modèle d'équipe que le Paris Saint-Germain et le modèle d'équipe que Liverpool est, que ça soit pas encore le cas ici sur leur tour. En fait, je suis vraiment pessimiste pour Paris à cause de ça, parce que là, la pression sera vraiment plus forte, et je pense qu'ils ont les joueurs en fait pour rater beaucoup d'occasions, Paris, pour s'en créer beaucoup, mais pour s'en rater beaucoup, là où Liverpool ont les joueurs pour en avoir, enfin, on Salah du coup en l'occurrence pour avoir 2 occasions, en mettre une, et ça plie la double confrontation. Bah, c'est ce qui s'est passé au match aller. On parle beaucoup des arrêts d'Alisson. Et moi, je me rappelle en première mi-temps quand même de 2 gros ratés de Barcola et Dembélé en face à face, presque en 1 contre 1. Donc c'était pas que Alisson aussi, il a dit, hein, à ce niveau-là enfin, là, je pense que tu es au niveau où tu as vraiment c'est le gratin du football. Tu es au meilleur niveau, tu es à l'apex de ce que tu peux atteindre sur un terrain de football. Et si à ce niveau-là, tu n'as pas de finisseurs, allez, au moins un, mais 2 attaquants à qui il leur faut presque, comme on dit, une demi-occasion pour la mettre au fond, à ce niveau-là, ça risque d'être la limite du Paris Saint-Germain cette saison. Parce que ce qui est sûr, c'est que, bon, de ce qui se profile, c'est que Ramos ne jouera pas. C'est le meilleur finisseur du club. Et s'il ne jouera pas, ou s'il joue, il jouera certainement sortie de banc. Sortie de banc. Ouais, mais aussi, ce que je me dis, en plus par rapport à Anfield, parce que moi je trouve, hein, c'est peut-être une pensée bizarre, je trouve que les scores, tu vois, super serrés quand tu gagnes 0 à l'aller, je trouve que c'est des scores un peu bâtards, parce que je me dis, Liverpool, comment ils vont aborder le match? Est-ce qu'on est censé prendre le ballon, essayer d'aller tuer la confrontation, ou est-ce qu'on est un peu censé les laisser faire, genre c'est à vous de remonter le score? Je me dis, c'est toujours assez spécial, et je me dis peut-être qu'Anfield aura moins d'impact que si peut-être Paris avait gagné 2-0, et là, il n'y a plus rien à penser, il faut qu'on aille les tuer, il faut qu'on marque, et donc il y a Anfield qui peut pousser, comme face au Barça en 2019. Là, c'est pas trop, je trouve. Ouais, je pense que si Paris marque dans le premier quart d'heure ou arrive à faire la différence dans le premier quart d'heure, alors là, le match, il sera complètement entre leurs mains, et je pense à leur portée, et je pense même la victoire sera du côté parisien. C'est vraiment... moi, je pense que le match ne dépend pas de comment Liverpool va commencer le match, mais plutôt de comment le Paris Saint-Germain va commencer le match, va aborder le match. Si, je vais prendre l'exemple qu'on connaît tous, hein, si Paris, Enrique, arrive à aborder le match de la même manière qu'il a fait avec son Barça au Camp Nou en 2017, directement après 5 minutes de jeu, 10 minutes, un quart d'heure, à savoir asphyxier l'adversaire et à les mettre un petit peu en doute, alors là, ils peuvent le faire directement. Mais je pense que si à la mi-temps, tu arrives et que Liverpool n'a pas forcément été inquiété, je pense que deuxième mi-temps, ils vont contrôler le jeu. Ils vont presque s'amuser un petit peu avec les attaquants parisiens. Après, la différence, c'est que, en l'occurrence, il y a eu un peu la guerre pendant un mois la remontada, elle s'est presque passée dans les médias avant, et puis c'était à l'extérieur, le Camp Nou a bien poussé. Ici, c'est toute une situation différente. Mais souvent, on tirait, on en parlera dans un autre match, on tire des grands plans sur la comète, etc. Il suffit d'un but très tôt et ça fausse absolument toute la donnée d'un match. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut miser. C'est que peut-être que là, Liverpool va s'attendre à se dire, on est en Anfield, les gens nous craignent en Anfield, et vont s'attendre d'office à avoir le ballon au moins un quart d'heure, pouvoir installer, avoir leur court momentum. Et là, si tu arrives à les prendre à la gorge dès le début, bon, encore une fois, c'est toujours le problème avec des champions. C'est là que le Real, on parle tout le temps du Real, brille absolument. C'est que le Real, ils ont 2 temps forts dans un match, les 2 sont concrétisés, là où les équipes qui les jouent, et les équipes en général, il leur faut 3-4 temps forts, et là, Paris, ils ont eu 85 minutes de temps fort et ils n'ont pas concrétisé. Donc, là, il faudra le faire, parce que là, en fil, c'est encore plus violent, parce que tu auras au maximum 30 minutes de temps fort combiné sur le match, quoi. 30 à 45 minutes, pas plus. Et encore une fois, il n'y a pas de. J'ai du mal, t'as parlé de Gonçalo Ramos, moi je lui fais absolument pas confiance. Je trouve pas que ce soit un joueur. C'est un joueur génial dans le jeu, génial, très bon dans le jeu. Mais pour tout ce qui concerne le score, le marqué, tout simplement, je trouve ça très faible. Franchement, le meilleur espoir, c'est Ousmane Dembélé. Tu dis ça il y a 6 mois, je pense que. Et donc, si j'ai bien compris, tous les deux, vous y croyez moyennement pour la qualif du PSG, au vu de Liverpool dans l'état des acquisitions, c'est ça? Y croire moyennement, c'est l'expression qui conviendrait le mieux à ce que je ressens, par rapport au Paris Saint-Germain. Si on reprend le jeu des pourcentages qu'on avait fait avant Atalanta Bruges, j'aurais tendance à donner un 35% à Paris. 35. Ça va. Moi, honnêtement, j'y crois, et je pense que le joueur qui peut être décisif, parce que j'ai l'impression qu'il est dans une phase ascendante, et il avait marqué au match aller, Guevara, moi je le sens vraiment chaud. Je le sens vraiment chaud. Je pense que ça peut être un peu la double confrontation qu'il lance, parce que match aller, je
l'avais trouvé vraiment exceptionnel, alors qu'il n'est pas vraiment à son poste, il est un peu mis à droite, il bouge dans l'axe, en tout cas, il n'est pas sur le côté gauche. Là, sa rentrée ce week-end face à Rennes, vraiment une belle rentrée, moi je le sens bien. Mais son but en Ouais, il était super. ouais, il était super, il est en confiance et là pour le coup Trent il va être encore moins en théorie vu qu'ils sont à domicile, Trent il va être encore plus offensif, encore moins aidé. Il y aura pas de milieux qui vont venir en deuxième rideau, etc. Donc peut-être que Guevara va vraiment avoir beaucoup plus de 1 contre 1 à négocier contre lui. Et on sait que, enfin on l'a vu avec Doku récemment, enfin Trent n'importe quel ailier, mais un ailier ultra compétent, c'est un enfer. Et franchement à lui tout seul c'est vraiment comment on appelle ça là, je veux dire le point faible. Ouais, j'avais une autre expression en tête, mais le point faible qui à lui tout seul peut faire couler son équipe. Là où Paris il y a Donnarumma et Marquinhos d'ailleurs dans le registre. A priori, en plus, de Trent quand même, non? T'as dit quoi? A priori, c'est quand même Barcola qui jouera du côté de Trent. Ouais, je pense que ce sera Barcola, ouais. Plus que Barcola et Guevara, lui, il sera à droite. Mais parce que Guevara, excuse-moi, mais Guevara, à Naples, il était beaucoup plus souvent à gauche. Je me dis, ça pourrait être un ajustement qui pourrait surprendre. Peut-être mieux que Barcola, qui est peut-être pas aussi bon à l'arrêt sur des 1 contre 1 que Guevara. Ouais. En tout cas, depuis qu'il est arrivé, en tout cas au PSG, il a l'air d'être mis à droite. Parce que je me dis, par contre, on en parle beaucoup, on maltraite tout. Mais bizarrement, moi, je ne le trouvais pas si en difficulté que ça pour qu'une équipe a été dominée. Qu'au parc, genre, ouais, je n'ai pas été choqué, quoi. Je n'ai pas trouvé. Mais je l'ai même trouvé plutôt bon. Ouais. Plutôt bon. Enfin, il n'a pas été mauvais du tout le match-là, en fait. D'ailleurs, Barcola sera à 60e minute pour prouver. Enfin, Barcola sort très tôt dans le match pour. Il est, tu vois. Pour le magnifique. Après, la différence, c'est que là, justement, ils ont vraiment posé un bus avec 20 mètres, 30 mètres maximum à couvrir dans son dos. Là, normalement, il y aura des séquences où il aura 40, 50 mètres à couvrir. Et là, c'est vraiment un autre jeu. Et historiquement, que ce soit Klopp ou Slot, ils vont pas trop dans l'idée d'avoir un milieu qui vient vite apporter de l'aide en deuxième rideau ou quoi. Avec Trent, ils acceptent le fait de le laisser en 1 contre 1 contre son ailier. Donc, ils prennent vraiment des risques énormes par rapport à ça, sans doute pour pas faire défendre Salah d'ailleurs, en l'occurrence. Et aussi, c'est une chose que j'avais entendue, peut-être là pour terminer sur cette confrontation, est-ce que ça peut pas jouer, c'est qu'au final, Arne Slot, on n'y pense pas assez, mais c'est la première fois qu'il joue une double confrontation Ligue des Champions. Ça peut pas jouer un petit peu dans la prévention par rapport à Luis Enrique qui a l'habitude, qui en a déjà gagné une, qui a son passé à fait demi-finale. Est-ce que ça peut-être pas jouer et peut-être que ça a même déjà joué dans la façon dont il a abordé le match aller? C'est vrai que c'est quelque chose auquel j'aime pas penser, parce que la saison est tellement longue cette saison que j'ai l'impression que Slot, ça fait longtemps qu'il est à Liverpool. Ouais. En fait, c'est que sa première saison à Liverpool et à un niveau aussi élevé. C'est quelque chose auquel j'ai pas pensé. Mais il a montré tellement de sérénité dans chaque phase de la saison de Liverpool que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément envie de m'appuyer pour avoir une opinion du match, entre guillemets. Parce que depuis le début de la saison, dans les phases où ils étaient au top, dans les moments où il y avait des creux, il a toujours été serein. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Bon, c'est vrai que là, c'est un contexte différent. C'est match retour de 8e finale de Champions League. Mais depuis le début de la saison, il a montré tellement de sérénité que je vois pas cet état d'esprit changer maintenant. Donc, c'est quelque chose que je prendrais pas forcément en compte pour cette confrontation. Je suis assez d'accord. Je pense pas que, justement, il y a encore la naïveté du nouveau coach où il est pas traumatisé par un passif. Et par contre, moi, je voulais juste rajouter un tout dernier truc sur cette confrontation et qui la fausse quand même pas mal. C'est qu'il y aurait dû avoir un penalty ou un carton rouge, selon si on estime que la faute était sur Konaté. Et je trouve quand même que ça va un peu dans la lignée de ce que je disais avec Liverpool. Enfin, la pièce tombe souvent quand même du bon côté pour eux. Et là, ça a été parce que je pense que vu le niveau de Paris, la double confrontation a peut-être été déjà pliée en fait s'ils prennent un rouge à la 25e, je sais plus exactement où on en était, mais je pense que ça aurait été donc vraiment c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous n'avez plus rien à rajouter sur cette double confrontation? Non. Ça va. En tout cas, j'espère qu'on verra encore Désiré Doué. Qu'est-ce que j'aime ce joueur, qu'est-ce qu'il est trop fort. On va passer maintenant un petit peu en Belgique. On va parler donc du club de Bruges qui a été battu 1-3 à la maison par Aston Villa. Donc voilà, après l'exploit ou pas face à Atalanta et la qualification. Malgré un très bon match face à Villa, ils ont perdu en fin de match. Est-ce que le club de Bruges a atteint peut-être son plafond face à Villa? Est-ce que c'est peut-être le niveau d'adversaire que c'est compliqué sur d'autres confrontations? Ou non, en final, quand on voit le match qu'ils ont fait,
Voilà, c'est un petit peu de malchance, ça tourne mal à la fin, mais c'est une équipe contre laquelle ils peuvent rivaliser. Bah, ici, honnêtement, je serais plus pessimiste que je l'avais été par rapport à l'Atalanta pour deux raisons principales. La première, c'est que je pense que Aston Villa est largement plus fort. Elle est largement, non, mais est quand même plus fort que le club, a beaucoup plus de qualité que le club. Et en plus de ça, tantôt on en parlait de coach, et bien là, justement, c'est l'argument que je vais bien avancer. C'est qu'ici, on a vraiment un coach qui est expérimenté en Coupe européenne, qui sait comment jouer en Coupe européenne, qui a l'habitude de gagner des Coupes européennes, qui a l'expérience des Coupes européennes et qui a un effectif avec beaucoup de joueurs qui ont joué des matchs importants de Coupe européenne. On en parle peu parce que c'est un joueur qui est un peu disparu des radars, entre guillemets. C'est Asensio. Asensio, c'est un joueur qui connaît parfaitement ce genre de situation et qui est, à ma grande surprise, plutôt bon depuis qu'il arrive à Aston Villa. Les joueurs comme Rashford, qui a quand même joué souvent des matchs des compétitions européennes et il était loin. Généralement, c'est l'Europa League, mais je veux dire, c'est quand même un joueur qui connaît bien les compétitions européennes. Il y a un groupe qui est très, mine de rien, expérimenté et qui a plus de qualité avec un coach qui connaît parfaitement ce genre de situation. J'ai du mal à voir le club aller en quart de finale. Ouais, je suis du même avis, même si ils ont eu la chance de jouer Villa un peu dans un creux, je pense. J'ai l'impression que Villa est un peu dans un creux par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. C'est pas la meilleure forme. Après, voilà, s'ils avaient la réussite du match retour contre l'Atalanta en termes de, voilà, de réussite face au cage, je pense que la double confrontation, elle sera encore ouverte. Et voilà, pour répondre à ta question, tu disais est-ce que c'est trop? Le 7 Aston Villa là, pour moi, c'était pas trop. Le problème, c'est qu'on est un peu dans la situation de Paris, sauf que là, c'est pas un but que tu dois remonter et le rapport de force sur papier déjà est déséquilibré. Je veux dire, de base, Aston Villa est beaucoup plus fort que Bruges. Dans les faits, ça n'a pas été le cas, alors que PSG Liverpool, par exemple, les équipes, tu te dis un peu, ouais, tu compares 50-50, d'accord. Donc là, tu te dis le retour. Là, il y a 2 buts à remonter. Et surtout, bah, tu sais, comme il a parlé d'expérience, bah, du coup, du côté de Bruges, t'as pas non plus, on a parlé, enfin, vous en avez parlé, je pense, sur les podcasts du championnat belge, mais Bruges, ça manque aussi de tueurs, de gros finisseurs et donc de capacité à, en fait, quand tu as des temps forts, des grosses occasions comme ici, à les finir, et là, ils les finissent pas. Ils les finissent pas, et en plus de ça, bah, toi, là, t'as eu toute la malchance possible sur les 10 dernières minutes, parce que, bon, franchement, je pense que le match, là, normalement, c'est une victoire de Bruges, hein, je veux dire, Ouais. si on est logique. Donc, je pense que c'est plié, mais que d'un autre côté, Aston Villa, c'était pas trop fort non plus. C'était pas trop Ouais. fort au point de pas être jouable. Ouais, je pense pareil que vous. C'était pas trop fort, c'est un peu de malchance sur la fin. Mais en tout cas, tu as montré que tu pouvais la regarder, parce que même tu regardes, on a bien parlé des expected goals. Tu vois, ils finissent donc donc 1,05 pour Bruges et 1,27 pour Aston Villa, qui a eu un penalty. Donc c'est 0,75 que tu retires. Donc au final, c'est 1,05 versus Ouais, 0,5 en gros. Ouais, 0,5. 0,5, quoi. Donc voilà, donc ça montre quand même que tu as joué, tu as rivalisé, plus que rivalisé, je trouve. Mais j'ai l'impression, malheureusement, Bruges, comme tu dis, c'est un peu, on lance la pièce en l'air pour l'efficacité. Autant contre le Talenta au match retour, ils ont été ultra efficaces. Au match aller, pas trop. En championnat, ils le sont pas. Et ce week-end, face au Cercle, ils ont été de fou. Donc voilà, alors qui sait, peut-être sur un bon jour, tu vas avoir un Jougla il va tirer de partout et qui va marquer. Mais bon, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué parce que bon, tu as quand même des Et joueurs de l'autre côté. d'ailleurs, un truc qui prouve que finalement, c'était pas trop, c'est quand même que tu encaisses à ce point vite. Donc, dans le moment, si t'es vraiment ultra faible enfin, beaucoup trop faible par rapport à ton opposant et qu'en plus, il y a un fait de jeu qui a ton désavantage aussi vite, normalement, tu t'écroules. Et là, bah, ça a été tout l'inverse. Je veux dire, malgré ça, ils ont été surdominateurs, je veux dire, à l'échelle de ce qu'on Ouais. pourrait attendre, quoi. Ils ont été dominateurs. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bah, voilà, c'est un peu la marge de progression logique que la Belgique doit trouver en Europe maintenant. C'est vraiment concrétiser, amorcer temps fort et voilà, parce que bah, là, pour le coup, c'est 10 minutes de temps fort à Aston Villa en fin de match et c'est dedans, quoi. Enfin, c'est 2 buts. Ouais. Ouais. Okay. Mais moi, j'ai toujours la ferme conviction qu'il y a des faits de jeu, des actions qui déterminent des doubles confrontations. Et moi, j'ai comme l'impression que le sauvetage non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est Iron Mix. Ouais. J'ai toujours l'impression que ce genre d'action, c'est comme synonyme de ce qui va se passer pendant la double Ouais. confrontation. Et et surtout que ça arrive vraiment en fin de match, en fait. C'est presque la dernière action. Et c'est quelque chose qui peut redonner confiance sur redynamiser une confrontation. Tu vois, Ouais, c'est pas tangible. Il y aura pas
quelque chose pour m'appuyer sur ça, mais c'est quelque chose que je ressens. Il y a des actions comme ça qui peuvent déterminer de confrontation. J'ai l'impression que ça en fait partie. Ça me fait penser un peu à Ferland Mendy en 2022 face à City, où Grealish doit mettre le 0-2, et tu dis c'est fini, il le sort, et puis au final, sur les 5 dernières minutes, un peu ce genre d'action-là. Donc, on en a fini sur le club de Bruges. On va partir en Espagne. On a eu un derby de Madrid. Donc, courte victoire du Real, la première de la saison face à Atlético, 2-1. Pas le plus grand match de foot. J'avais envie de poser une question plus par rapport à l'Atlético que le Real. Pourquoi ? Je me demandais, est-ce que l'Atlético n'a pas déjà raté le coche dès le match aller ? Pourquoi je dis ça ? Parce que quand même, tu avais un Bellingham qui était absent de l'autre côté. Tu as un Vinicius et un Mbappé qui ont fait des matchs proches du très 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 mauvais. Et au final, tu te retrouves quand même à avoir un but de retard, à remonter. Alors que tu aurais pu te dire, tu peux aller chercher le nul. Cette saison, tu n'as pas été battu. Est-ce que l'Atlético n'a pas mal géré le match aller ? En préparant l'émission, je me suis posé la question et du coup, j'ai été fainéant, j'ai pas été regardé, j'ai oublié. Mais j'ai pas le souvenir de l'Atlético qui remporte une double confrontation de Champions League en étant mené ou en devant remonter un score face à une grosse équipe. 2016 Barça. Ça remonte à longtemps. Ouais, parce que là c'est 2-1 avec avec Torres qui prend la rouge, je pense doublé de Suarez et puis retour, ça. Ça remonte à longtemps. En tout cas, on sait que c'est une position dans laquelle cette équipe et ses joueurs n'aiment pas être. Et tu poses la bonne question. Je pense qu'ils ont préféré rater le coche. Surtout que, on disait tantôt avec Liverpool en parlant de l'équipe. Ici, en parlant d'individualité, Vinicius et Mbappé, sauf cataclysme, mais sauf grande surprise, ils ne refont pas les mêmes matchs individuellement. Parce qu'il y a Inter, en fait, la saison passée. Ouais, j'étais pas sûr avec Depay. J'ai pensé, mais j'étais pas sûr. Et donc, ouais, t'as Vinicius et Mbappé qui ne feront certainement pas les mêmes matchs. Je sais pas ce qu'il y en est par rapport à Bellingham, ce qui sera présent. Il sera là. Ouais. Il sera là, donc voilà, tu rajoutes ça. Et moi je pense surtout c'est à une action aussi. Ça aurait pu être pire pour l'Atlético parce que si Mbappé est altruiste et qu'il veut pas, il n'hésite pas à dire je marque, je fais une passe, tu peux partir avec 2 buts de retard. Donc t'as l'impression que le Real a joué pas avec un frein, mais avec quelque chose avec un peu de nonchalance ce match-là, ce qui ne sera pas le cas au match retour. Et en plus, c'est leur compétition. Et je vois mal l'Atlético gagner ce match. Même si c'est un derby, même si c'est un contexte particulier, pour toutes ces raisons, je vois quand même mal l'Atlético le faire quand même. Je suis assez d'accord. Après, la raison pour laquelle Vinicius et Mbappé se font un non-match, parce que c'est des joueurs qui, quand même, dans une certaine mesure, souffrent quand même assez souvent contre des blocs bas. C'est quand même des joueurs d'espace. Vinicius est un peu plus adroit techniquement et Mbappé peut avoir ses flashs, il peut avoir ses éclairs. Il en a quasiment, tout le temps. En championnat, c'est le joueur de joueur qui en sort toujours une. Mais là, pour le coup, la situation fait que l'Atlético, on sait bien que c'est Simeone, mais tu pourras pas mettre ton bloc bas 80 minutes. Et Bellingham, t'as cité son absence. C'est vrai qu'il fait des fois on le critique parce que il joue pas comme un milieu de terrain, mais techniquement il hausse le niveau quand même dans le jeu entre les lignes, etc. Ça fait beaucoup de mal quand même contre un bloc bas. Et au-delà de ça, tu parlais du Real, c'est Carter qui vient de dire que le Real, la Champions League, c'est leur compétition. Mais il y a un autre truc qui est vrai, c'est le complexe que nourrit l'Atlético face au Real. Je veux dire ici, quand tu vois la gueule du match du Real et que tu te dis que les mecs ils sortent pas plus que ça, ils tentent rien de plus, ils vont rien presser. Il y a un complexe énorme qui existe depuis maintenant 10 ans entre le Real et l'Atlético, parce que il y a 10 ans, l'Atlético perdait en étant meilleur que le Real et ça a créé un complexe depuis, c'est une catastrophe, ils ont peur et l'un des plus gros symboles de cela sur le terrain, c'est Griezmann, il existe presque jamais, j'ai l'impression. Ouais. Quand il doit les jouer. Ça a bugué à partir de quand ? Griezmann, tu peux répéter, on n'a pas assez attendu ce que tu disais sur Griezmann. Je disais juste que Griezmann, c'est symptomatique de l'Atlético contre le Real, c'est souvent mauvais, quoi. C'est le leader technique qui répond pas. Là, tu te dis que c'est censé être son barreau d'honneur et c'est ça qui montre. Ça fait mal. C'est compliqué. Moi, je vais peut-être moi face à Liverpool, j'étais pas aussi d'accord dans le sens ils peuvent pas faire le même match 2 fois et tout. Mais autant là pour moi, pas possible en tout cas que les deux Vinicius et Mbappé soient aussi mauvais 2 matchs consécutifs. Je me dis l'Atlético a raté parce que l'Atlético ça veut dire qu'ils vont devoir attaquer, qu'ils vont devoir laisser des espaces face à 2 joueurs qui aiment les espaces.
plus de ça, je trouve que l'Atlético, je trouve qu'ils font un bon début de match, une bonne première mi-temps, jusqu'au deuxième but. En tout cas, ils sont plutôt bien, ils arrivent à combiner, ils ne se créent pas d'occasion, mais ils ont le ballon, ils combinent. Mais à partir du moment où ils encaissent le deuxième but, ils n'essayent même pas. En plus, il y a un changement où Griezmann sort pour Robin Lenormand. Je dis, mais c'est quoi le message que tu envoies à tes joueurs de sortir ton joueur créatif pour faire monter un défenseur central? Bon, après, il y a le double changement avec Correa et Sorloth, où là, j'ai un petit peu peur parce que bon, on sait que Sorloth, il fait un peu peur ces derniers temps. Mais au final, rien. Enfin, j'ai pas compris. Après, peut-être qu'il va nous faire mentir mercredi, hein, c'est possible. Hein, c'est Diego Simeone, on ne sait jamais. Moi, je pense que ça montre vraiment le complexe et aussi la peur du Real qu'ils ont, parce qu'en plus de là, elle est pas injustifiée dans le sens où, à partir du moment où, enfin, il y a tellement de qualité technique là. Je sais pas si Brahim Diaz était encore sur le terrain, mais Brahim Diaz, Vinicius, Mbappé, ça fait que vraiment une fois qu'ils ont un temps fort, eux, t'as vraiment le côté où ces joueurs-là, c'est une occasion, un but. Et je pense qu'il a compris, Simeone, à partir de la 70e, c'est là où il sort Griezmann, hein. Il a compris que le match, c'est pas aujourd'hui qu'il allait. En fait, il a compris que le match aller n'allait pas lui faire gagner la double confrontation, mais pouvait lui faire perdre la double confrontation. Et là, ça a été du Simeone dans le texte, quoi. Évidemment, c'est encore plus défensif, c'est une caricature, mais bon, si ça se trouve, on va crier au génie parce qu'en fait, sur l'appui du public au retour, etc., il aura vraiment bien saisi la double confrontation, le scénario, et qui s'est dit, ok, j'ai limité la casse du premier match parce qu'on n'a pas saisi nos temps forts en première mi-temps, et donc du coup maintenant on limite la casse de leur temps fort. Mais j'ai quand même du mal dans leur style de jeu, comme tu l'as dit, même quand ils ont bien joué face au Real, ils se créent aussi peu d'occasions. J'ai du mal à y croire. J'espère me tromper pour avoir un vrai match parce que ça semble être trop prévisible comme ça, mais enfin. J'espère que tu ne te tromperas pas. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que le match était quand même super décevant? On avait une belle affiche, le match était très décevant, donc j'espère qu'on a quand même autre chose au match retour. Ouais, moi, je m'attendais plus à un petit peu. Qui va? Désolé, là je pensais que tu avais bugué, mais je voulais dire, c'est un peu typique de l'Atlético, mais souvent ils ont des matchs légendaires en retour, quand même, je pense. Donc, match au Bayern, je me souviens en 2016. Dernier match au Calderon aussi face au Real, là, où tu mènes 2-0 avant tout de Benzema. Mais l'année passée, Dortmund et l'Inter, c'était pas mal les retours. Ouais, il y a aussi, qu'est-ce que j'allais dire, t'as Liverpool, évidemment. Bon, c'est pas chez eux, mais t'as un match face à Liverpool. Non, ouais, c'est une équipe qui sait, on sait jamais. On sait jamais. Mais j'espère pas, mais on sait jamais avec Diego Simeone. Pour rester toujours dans les débats intra-pays, on avait un match 100% espagnol, on avait aussi un match 100% allemand. On avait un Belge qui était un acteur majeur. Donc, le Bayern s'est imposé, c'est quoi, 3-0, c'est ça, face au Bayern Leverkusen. Et la question que j'ai envie de poser, est-ce que là, le Bayern, avec cette victoire quand même assez forte face à une équipe contre qui il avait du mal, est-ce que ça peut redevenir un candidat crédible à la finale et peut-être à la victoire, sachant que tu as la finale à Munich, que tu as un Kane qui a été un petit peu perdu de vue, je trouve, depuis qu'il est au Bayern et que les gros matchs avec des champions, bon, je pense qu'il marque face à Arsenal, mais face au Real, ça avait été très très moyen. Mais là, tu l'as vu plutôt bon, double buteur, une belle tête. Est-ce que là, le Bayern, on peut se dire, au final, vu l'effectif, ça peut être une équipe qu'on doit prendre au sérieux? Vu l'effectif, oui. L'effectif, tu parles de Kane, moi je vais te parler de Moussiala. Le match qu'il a fait était fantastique, c'est un joueur fantastique. Vu l'effectif, oui. Mais si, je peux pas mettre d'être subjectif. Et d'être objectif, justement, être objectif. Moi, ces compagnies, j'ai l'impression que c'est à la limite un petit peu. C'est vrai que ici, ils ont gagné, ils se sont imposés avec la manière. On a même vu le banc du Bayern un peu implosé. Mais moi, ces compagnies, en fait, il y a encore tout à prouver dans cette compétition-là. Donc, dire qu'ils sont dans les favoris, je peux pas le dire. Parce qu'avec compagnie leur tête, je peux pas encore le dire. C'est vrai que le Bayern, c'est une bonne équipe. C'est une équipe contre qui ils ont eu du mal, mais c'est pas encore le top du gratin mondial. Il faudrait peut-être une victoire contre une grosse équipe pour donner un peu d'espoir de dire, OK, peut-être que là, ils peuvent le faire. C'est pas encore le cas pour moi. C'est vrai qu'ils ont battu une équipe contre qui ils avaient du mal, je me répète, mais c'est pas un cadeau européen. C'est une bonne équipe européenne, les tenants du titre. Non, même pas. Non, même pas. J'allais dire d'Europa League, mais ils peuvent le faire.
Et donc ouais, moi c'est vraiment, si vraiment tu me poses cette question, faudra me la reposer. À un moment, je rencontre une équipe qui est largement plus forte que le Bayer Leverkusen, et s'il restait positif pour le Bayern, alors là, je pourrais dire oui, mais en attendant, Kompany a encore cette preuve à faire dans cette compétition, même si l'effectif est super bon, enfin super bon. Genre l'Inter d'Inzaghi en quart de finale, quoi. Exactement. L'effectif est bon, pas super bon, mais l'effectif est bon. Et toi, Erwan, par rapport au Bayern? Bah, je suis un peu du même avis, même si je trouve que sur ce match, il a quand même prouvé qu'il pouvait s'adapter. J'ai regardé un trade parce que je ne suis pas assez bon analyste pour tout comprendre par moi-même, mais j'ai trouvé ça intéressant la façon dont l'idée c'était souvent il invitait les équipes enfin quand il pressait, il invitait les équipes à jouer sur leurs latéraux pour les coincer, les obliger à balancer. Et là, il a été un peu moins agressif dans le pressing. Il a surtout joué de l'individuel sur Florian Wirtz et Granit Xhaka pour l'empêcher de se retourner, etc. Et c'est un peu bête, mais moi, c'était ce que je redoute depuis Burnley avec Kompany, c'est ce manque de flexibilité tactique. Alors, c'est génial quand t'es Pep, mais même Pep, il en a. Mais alors, quand t'es Pep, t'es le génie, tu vois, t'es le mec au-dessus de tout. Et en plus de ça, bah, tu choisis tes clubs qui sont capables de tout le temps de te faire venir les joueurs qui te correspondent. Ici, on avait pas mal critiqué qu'à un moment, bah, ils jouaient trop haut par rapport aux capacités d'Upamecano et Kim Min-jae à défendre 40, 50 mètres dans leur dos. Et là, j'ai vu quand même une petite adaptation. Après, du coup, ça fait que cette équipe, avec le talent qu'elle a et l'inconnu, comme l'a dit Carter, compagnie, j'ai un peu l'impression que ça pourrait sortir. Ça pourrait même limite se prendre une remontada ou être inquiet sur le retour. Ça pourrait aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'il y a un plafond de verre contre le gratin. Je veux dire, un Real Bayern, je pense que ça pourrait arriver qu'en finale. J'aurais vraiment du mal à croire que le Bayern puisse le faire. Mais le combo talent plus un coach qui a l'air de quand même comprendre quand même certaines dynamiques fait que c'est vraiment l'outsider parfait à mes yeux. Même si ça fait bizarre de dire le Bayern outsider parce que c'est jamais vraiment ça, c'est plus grand que ça. Mais bon, ils viennent de parcourir quand même une période de trouble qui est inhabituelle, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, je pense que j'avais pas trop de choses à dire. Je sais pas, c'était quoi la question en elle-même de base? C'était est-ce que ça redevient un candidat crédible? Ah bah voilà, j'ai répondu, je pense. Ah, t'as répondu. Et moi, je serais quand même un peu plus pessimiste que Erwan par rapport à une éventuelle remontada du Bayern. Je pense que cette semaine, malheureusement, ils ont tout perdu. Ouais. Entre la défaite contre le Bayern, la défaite en championnat, et en plus tu perds Wirtz pendant plusieurs semaines. Je pense que la fin de saison, elle va être pas difficile, mais compliquée. Voilà. Euh, C'est compliqué, je dis la chose en fait. j'avais pas vu pour Florian Wirtz, du coup, je pense que ouais, ça complique beaucoup les choses. Là, j'y crois plus trop. Ouais, Parce que tu ouais. sais, on parle souvent, mais les derbies en Europe, enfin les derbies, les matchs entre pays, enfin clubs du même pays en Europe, souvent ils sont vraiment fous, ils ont vraiment une autre saveur, un autre scénario. Et je me disais, bon, vu quand même que le Bayern peut être fébrile défensivement, un but marqué rapidement, il se Ouais, débrouille ouais, pas si bien que ça historiquement contre le Bayern. Mais là, Florian Wirtz qui est pas là, ça pue quand même, ça pue pour le Bayern. Ouais, ouais, ça pue. Mais même si ouais, j'ai l'impression que le Bayern s'est tué tout seul au match aller parce que bon, Xabi Alonso a appris peut-être certaines choses d'autres coachs espagnols dont on a peut-être parlé il y a 2-3 minutes d'inventer un petit peu des compos, ça compo avec deux attaquants, sans numéro 9, où t'as Frimpong qui est presque le joueur le plus offensif. C'était peut-être pas la bonne idée. En plus, bon, il était trahi par ouais, le gardien remplaçant qui est titulaire en coupe. T'as Moukielé qui prend la rouge. Ouais, moi, j'ai l'impression que bon, le Bayern, malheureusement, c'est foutu. Peut-être avec lui, j'y aurais cru aussi. Parce qu'on a vu que dans les matchs Bayern, il y a quand même une grande différence entre les matchs domicile-extérieur pour les deux équipes. Il y a quelques semaines, le Bayern a, malgré un nul, a atomisé dans le jeu le Bayern en termes d'occasion, tout ça. Mais, en tout cas, le Bayern, j'avais beaucoup de doutes. J'en ai plein, mais je me dis si là, ils ont un petit peu vaincu les signes indiens face au Bayern qu'ils n'avaient pas battu depuis 2022, peut-être que ça peut relâcher quelque chose, je pense que ça peut déclencher quelque chose. Après, on verra. De toute façon, avec des champions, on verra assez vite face à l'Inter, sûrement. On ne parlera pas aujourd'hui, mais on verra. Je suis tout oui, je suis spectateur de ce qu'ils vont pouvoir faire. Après, c'est pas pour remettre en question la perf qui est très bonne, mais l'idée du Bayern en championnat, ça avait été globalement un bloc assez bas et il était très très bon en reconversion. Et là, bon, ça aide beaucoup parce qu'encore une fois, il y a l'effet de jeu qui bascule ou pas. Il y a un but après 8 minutes, un carton rouge après 20 minutes. Ça favorise beaucoup, tu vois. Je veux dire, si j'étais le Bayer Leverkusen d'un point de vue très théorique, je serais pas Xabi Alonso, je serais pas alarmé du match, même si évidemment le score, on sait, 3-0, c'est quasiment impossible à remonter, le championnat c'est fini. Mais finalement, enfin, ça veut peut-être pas dire ce que ça veut dire vis-à-vis de la dynamique entre le Bayern et le Bayer en termes
oui, le Bayern a repris le dessus sur le Bayern définitivement, ou l'inverse, le Bayern s'est écrasé complètement. Je pense que c'est un peu plus nuancé que ça, mais que là, du coup, les situations de match ont fait que. Et le pire, c'est qu'en plus, si on regarde les 15-20 dernières minutes, s'il y a 4-5-0 pour le Bayern, c'est même pas choquant, mais tout est joué sur un carton rouge et après 20 minutes aussi. Je pense qu'il arrive plus tard, non? Je pense le carton rouge, j'ai l'impression qu'il vient plus tard, à la 60. À la 60e, autant pour moi, j'ai parlé, j'ai répété 20 minutes parce que je pensais à celui de Konaté en fait. Mais oui. Mais je veux dire, parce que finalement, il y a 2-0 en fin à ce moment-là et ça se. T'as perdu. Là, il est catastrophique pour un retour à domicile. C'est après le carton rouge où, voilà, pendant les 30 dernières minutes, ils prennent vraiment le tsunami. Et c'est ça qui donne cette impression que le Bayern les a complètement écrasés. Ouais. C'est sûr. On va passer maintenant au dernier match, évidemment. On laisse le meilleur pour la fin. On a eu la victoire du Barça à 10 contre 11 face au Benfica après la carte rouge de Koubarsi. Et donc, voilà, Rafinha buteur. Et justement, je me posais une question avec leur tableau qui est un petit peu plus facile, où ils rencontreront Lille ou Dortmund, peut-être plus Lille vu le niveau de Dortmund actuellement. Le match de Liverpool qui était annoncé être le favori numéro 1 qui, face au PSG, a peut-être montré déjà quelques limites. Est-ce que maintenant, les Blaugrana ne sont pas les favoris au final pour la victoire finale en Ligue des Champions? Ouais, je vais laisser Erwan commencer pour une fois, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je prends la parole en premier, je suis peut-être un peu orgueilleux. Ah non, je te vois pas comme ça, c'est parce que tu as souvent le micro déjà activé avant moi. Et d'un autre côté, ça me permet tu vois, de pas couper la parole de ce que tu pourrais dire. Mais ouais, je suis en train de regarder le tableau. Du coup, Bayern ou Inter, en fait, déjà, moi, avant, j'y croyais que c'était eux les favoris. Je pense que ça l'est encore plus. Après, pour la victoire finale, oui, je pense que c'est les favoris. Oui, bon, sans doute. Après, c'est quand même vraiment compliqué parce qu'il y a des équipes qui grandissent souvent dans les compétitions et le Real, c'est toujours spécial. C'est vraiment particulier. Et je trouve que Liverpool est quand même une équipe qui est historiquement déjà une équipe bien taillée pour les doubles confrontations. Et j'ai trouvé par moment le Barça un peu victime d'une certaine forme de naïveté ou de trop d'élan offensif. Je sais pas comment vraiment le définir en étant juste, mais voilà. Et puis bon, Rafinha marque beaucoup. Lewandowski, c'est un peu plus faible, un peu plus dur. Je me dis que l'un dans l'autre, ça peut être tout juste. Ça peut être tout juste, mais à sortir du tableau, là, j'ai du mal à voir un vrai concurrent, en tout cas. Ça se jouerait entre le Bayern et l'Inter pour eux. Je pense que le Barça, sauf cataclysme, sera en finale de la Ligue des Champions. Ouais, ben moi, un peu comme il a dit Erwan, moi, c'est ce que je comptais dire, et je les voyais déjà favoris à la fin enfin déjà même pendant, mais surtout à la fin du championnat, enfin, je sais pas comment on appelle ça maintenant, mais la phase de poule. La phase de poule, si on peut l'appeler comme ça. À la fin de la phase de poule, je les voyais déjà favoris. Après, l'idée, c'est qu'ici, contrairement aux dernières années, quand même, où il y avait généralement 2 grands favoris qui se dégageaient, généralement, c'était le Real et City, généralement. Ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui se valent, beaucoup de très bonnes équipes sans avoir une équipe qui se dégage et qui est largement au-dessus du lot. Ici, on avait Liverpool, Paris, il n'en restera qu'une. L'Inter, il y a, je vais pas dire le Bayern, mais le Barça. Donc, c'est des équipes et le Real, donc des équipes qui se valaient plutôt. On va dire qu'ils sont favoris, oui, parce que c'est peut-être la meilleure équipe cette saison en Europe, peut-être. Mais il y a des équipes qui sont pas très loin d'elles en termes de performance, en termes de résultats. Donc les mettre favoris, oui, parce que c'est l'équipe qui a peut-être le mieux joué cette saison, mais des équipes qui sont pas beaucoup plus faibles que elles, en l'occurrence celles que je viens de citer. Donc à voir. Et la chance qu'ils ont, comme tu dis, c'est qu'ils ont le calendrier, un parcours qui se dégage a priori plus facilement que de l'autre côté. Donc s'ils le saisissent, ils ont leur chance. Mais comme je t'avais dit, je sais plus c'était à quel épisode on avait parlé, tu avais demandé, je sais plus c'était quand, tu avais dit c'était quoi la chose on parlait du Real, du Barça et d'autres équipes, la chose qu'ils avaient plus à craindre jusqu'à la fin de la saison. Et j'avais dit que le Barça, ouais, c'était ça. Je sais plus c'était donc c'est qu'on parlait de la course au titre en Liga. Ouais. Et j'avais dit que le plus grand ennemi du Barça cette saison c'était lui-même et sa nonchalance et un peu sa naïveté, un peu comme Erwan l'a dit. Donc à voir comment ils vont gérer tout ça. Parce que c'est quand même, on l'oublie souvent, c'est comme une équipe qui est très jeune, avec des joueurs qui sont très 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 jeunes. Et à chaque ligne du terrain, derrière ta Koubarsi qui a que 17 ou peut-être qui a 18 ans récemment, je sais pas, mais qui est très jeune. Il y a mal devant et au milieu, c'est quand même un milieu Pedri. Et plus jeune que ça, mais il a que 22, 23 ans, donc il n'est pas
il a un peu d'expérience, mais ça reste quand même un jeune joueur qui n'a jamais été aussi long en compétition européenne. Si je dis pas de bêtises, l'année passée, il va en quart, mais je suis même pas sûr qu'il joue. Bon, c'était blessé, je me rappelle plus. Je pense qu'il est là. Ah, voilà. Vitinha lui apprend le foot, mais il est là. Ouais. Mais donc ça reste comme une équipe relativement jeune, avec un très beau coach qui a déjà gagné la compétition, mais il y a quand même des choses à remettre en perspective du côté du Barça, même si on les voit comme favoris jusqu'à présent. Ouais. Moi, je les vois Et comme favoris par. Ouais. Comme, non, non, donc ça va. Je les vois comme favoris par rapport, par rapport au tableau, parce qu'ils ont le tableau dégagé. Même si j'ai hâte, si ça arrive, de voir le Barça Inter, parce que je pense que Simone Inzaghi, en termes de tacticien, de ce qu'il peut préparer, je pense qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup qui font mieux. Et il y a eu quand même un. Bon, c'était pas Hansi Flick, mais il y a eu le Barça Inter il y a 2 ans, je pense maintenant, en phase de groupe, qui étaient 2 très beaux matchs où le match aller, peut-être que l'Inter n'aurait pas dû gagner avec la main de je sais plus qui sur le but, et au match retour où c'est un match assez dingue là qui se finit 3-3, je pense même non, c'est pas Gossens marque, quoi, pour dire à quel point le match n'avait pas de sens. Je me dis ça, mais sinon je pense que c'est l'équipe qui a atteint les hauts les plus hauts, comme j'ai déjà dit. Moi, le Liverpool m'a vraiment déçu face au Paris Saint-Germain. Je le mettais peut-être numéro 1 par rapport au classement, aux victoires aussi, face au Real. Mais bon, au final, tu dis que c'est un Real qui n'était pas bon au début de saison. Face à Milan, tu vois que c'est une catastrophe. Tu vois que la Première Ligue, il y a quand même pas mal de clubs en difficulté cette saison. Je me dis, est-ce que Liverpool sont si forts que ça, alors que pour moi, le Barça a montré, parce que face au Real, ils ne gagnent pas 2-0, ils les écrasent et ils ont une force. Après, la jeunesse aussi, comme vous l'avez dit, elle me fait peur. Même Hansi Flick, un peu comme Slot, lui a été vainqueur de Ligue des Champions, mais dans un format Covid où en fait il joue un seul match à double confrontation. Mais après, c'est que des matchs assez spéciaux. C'est juste un match sans public. L'année suivante, il est là, il n'y a pas de public. Et il y a cette élimination très tôt face au PSG du GOAT, Mauricio Pochettino, qui lui a appris le foot, évidemment. Du coup, là, je me dis que je pense que c'est les favoris, mais parce que l'équipe pour moi qui aurait pu leur faire le plus de mal tactiquement, je pense peut-être c'est en dehors de l'Inter, c'est le PSG, et ils ont eu la chance de ne pas tomber face à eux, et peut-être que le PSG va sauter avant même qu'ils puissent affronter, donc pas avant la finale. Donc, moi, je le mets favori. Je l'espère pas, mais je le mets favori. ouais, moi j'aimerais bien, mais à chaque fois il se passe quelque chose, mais je pense que ça pourrait être l'année d'un Real Barça en finale, et à chaque fois il se passe un truc qui tombe pas. Mais là je pense que ça peut vraiment être l'année. Des deux côtés, c'est quand même assez possible, surtout si le PSG sort. Surtout si le PSG sort, parce que je pense que même pour le Real, le PSG c'était sans doute l'équipe la plus chiante, Ouais. parce que tout simplement, je pense que le PSG est la meilleure équipe d'Europe actuellement, en tout cas dans la façon de jouer. Donc franchement, ça serait pas mal. Malheureusement, 10 ans trop tard, sans doute, un classique en finale. Mais enfin, ça serait vraiment, vraiment exceptionnel. Et je sais pas, récemment, on a quand même vu des gros scores qui ont été en faveur du Barça. Je sais pas si le Real, j'ai pas tout l'historique en tête, mais si ça pouvait se recommencer, je serais pas contre. Ouais, sur les 2 derniers, en vrai, c'est cette saison, parce que la saison passée, tu as eu c'était le Real qui dominait voilà, assez fortement. Je vais devoir dans mes souvenirs, parce que l'année passée, ça s'est fini comment? Ben non, tu as 2 courtes victoires avec des buts de Bellingham, et il y a 2 ans, par contre, tu as vu un 0-4 au Camp Nou, triplé de Karim Benzema, mais en tout cas, là, le Barça, ils ont clairement l'avantage mentalement. Après, bon, en Ligue des Champions, on sait que ça peut être différent. Ouais, sans vouloir être complotiste, je pense quand même que Ceferin va pousser un petit peu pour avoir cette finale-là. C'est la finale qui attirera le plus de monde. Et c'est où la finale? Munich, À Munich? à l'Allianz Ouais. Arena. Ouais, bon. Après, Mais, après, si l'UEFA avait dû pousser pour une finale Real Barça, il fallait que ça soit à l'époque de Messi Ronaldo, tu vois. Donc, ouais, s'ils l'ont pas corrompu à cette époque-là, c'est que normalement ils vont jamais le corrompre, quoi. Mais bon, ouais. ça serait bien qu'ils le Bah, fassent une fois, hein, ça serait bien. ils ont essayé, ils ont donné une carte rouge à Chelsea, mais bon, même comme ça en 2012, c'est pas suffisant. Et voilà. Même si elle était méritée en étant tout à fait honnête. Donc il y a 3 matchs qu'on n'a pas abordés. Donc c'est le Feyenoord Inter, le Lille Dortmund, et le 3e match, c'est le Arsenal PSV. Enfin, le PSV Arsenal. Hein. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez envie de dire, ou on s'en fout un petit peu? C'est 3 matchs que j'ai pas regardés, j'ai vu les résumés. Mais après, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces matchs-là. Voilà, Arsenal, voilà, c'est fait. Ils ont surdominé le PSV, qui était comme décevant de ce que j'ai vu dans le résumé.
À l'Inter, c'est une victoire quand même logique. C'est quoi? C'est 2-0? Enfin, 0-2, ouais. 0-2 du coup, 0-2. 0-2. Et ouais, c'est vrai qu'il y a quand même le Lille Dortmund qui est intéressant parce que c'est 1-1. Il serait quand même chouette de voir. J'ai rien contre le Dortmund, hein, j'ai vraiment rien contre Dortmund. Mais Lille, voilà, nous, on est Erwan, je sais pas, mais Patrick Monte-Carlo, Lille, c'est à côté. C'est quand même un club qui est presque belge, avec un joueur belge, un et demi, parce qu'on va quand même côté un joueur qui est formé en Belgique, même si Mané représente le Congo. Et Ouais, alors, ouais, parce qu'il y a Pardo aussi. ouais, donc allez, 2. 0-0, 0-5, 0-5, ouais, ça fait 2. 2. Donc c'est pas, allez, par patriotisme, c'est quand même l'équipe que je vais un peu supporter pour le match retour, en espérant qu'ils aillent loin. Et en plus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi loin en Europe, je pense. Le match contre Chelsea, je ne sais plus si c'était en huitième ou en quart. 8e. Huitième, ouais. Ouais, donc ça fait un moment qu'ils n'ont pas été aussi loin en compétition. C'est un club historiquement belge. On pense à notre ami Eden. Donc pour des raisons qui sont plutôt évidentes, c'est ces clubs-là que je vais supporter pour la confrontation retour. J'ai pas grand chose à rajouter, hein. Je pense que Trossard a quand même été bon contre le PSV, c'est quand même cool à noter, même si c'est lui qui fait la faute ce week-end. Donc voilà, c'est en dents de scie pour notre Trossard, mais voilà. Et pour Lille, Carter a dit qu'on n'avait rien contre Dortmund. Moi, j'ai quelque chose contre Dortmund. Je trouve que c'est une équipe assez horrible. Je sais pas comment ils s'en sortent tout le temps. Enfin, l'année passée, comment ils l'ont fait. Donc, je serais content si le Don Genesio nous en débarrasse, parce que Genesio en Coupe d'Europe, c'est voilà, il produit des résultats. C'est comme ça. Moi, je comprends pas les critiques. Et ouais, bah voilà, on a Meunier, on a deux trois mecs. Et puis voilà, tu disais, moi aussi, je suis pas loin de Lille. J'y vais au moins 1 ou 2 fois par an. Donc c'est vrai qu'il y a une petite partie de belgitude chez eux, donc c'est cool. Cool. Ouais, pareil, j'ai rien à rajouter. En plus, j'ai lu là sur X, malgré qu'il ne fonctionnait pas beaucoup aujourd'hui, que c'est en train d'exploser à Dortmund, que apparemment Julian Brandt et Maino Gittens, je suis pas sûr qu'on va les voir au match retour, parce qu'apparemment c'est compliqué le comportement. Donc Dortmund ça a l'air d'exploser et Kovac, ça se passe déjà pas très bien. Bon, on a vu ce week-end, ils ont encore perdu face à je sais même plus quelle équipe. Ouais, en tout cas, c'est un club qui est en train d'exploser. Et au final, Terzic a peut-être fait des miracles. On en parlait enfin, les supporters de Dortmund en parlaient assez mal, mais au final, quand tu vois ce qu'il faisait et maintenant où on est Dortmund, c'était peut-être pas un si mauvais coach. Donc on arrive à la fin, hein, en moins d'une heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez envie au cas où de parler de quelque chose peut-être? Parce que j'ai dit qu'il n'y a rien ce week-end, mais je ne sais pas. Non, moi ce week-end, je n'ai pas regardé trop de matchs, hein. J'ai beaucoup travaillé. Quel match j'ai regardé ce week-end? Ouais, j'ai regardé la Saint-Etienne. Pour dire à quel point j'ai regardé Saint-Etienne. T'as vu Lulu, t'as vu Lucas Tassin? Le but de Stassin. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'en Belgique, moi, j'ai plus l'occasion. Je suis pas un très gros suiveur du championnat belge. J'ai regardé son premier match, c'était Westerlo, c'est ça? Westerlo. Ouais. J'ai regardé son tout premier match parce que, du coup, c'était quand même un transfert qui avait fait un peu de bruit en Belgique et j'étais un peu curieux de regarder son match. Il avait fait un très bon match d'ailleurs. Et du coup, c'est un joueur que j'ai pas beaucoup vu jouer. Un peu, mais pas beaucoup. Mais j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Il a un style de jeu, il a beaucoup de charisme sur le terrain, beaucoup de caractère. J'aime beaucoup, beaucoup le joueur. Et puis il marque, donc c'était un plus. Ouais, c'est ce match que j'ai regardé ce week-end, je pense. Ouais, moi, ça veut dire qu'on avait un de plus que moi. Je pense que j'ai rien regardé ce week-end. Et toi, Erwan? Bon, j'ai regardé United Arsenal. Je préfère ne pas faire subir ça à d'autres personnes. Et j'ai regardé comme ça sur un œil vite fait sur Fiorentina-Naples et Conte a dit à la fin du match que Lukaku montait en puissance depuis quand même pas mal de matchs et quand même c'est vrai, on a parlé en off avec Carter juste avant, Lukaku fait une saison correcte dans une équipe vraiment moribonde en attaque et il arrive quand même à plus ou moins tirer son épingle du jeu, 10 buts, 8 passes D et surtout des buts importants. Il marque le but de la victoire contre l'Atalanta, un penalty important contre la Juve. Je pense qu'il a une passe D dans une victoire contre la Lazio. Et ici, c'est un but, une passe D contre la Fiorentina qui est quatrième. Donc voilà, ça monte en puissance et Naples est dans la course au titre. Et l'Atalanta, de son côté, a gagné 4-0 contre la Juve. Je trouvais que c'était un peu à signaler. Thiago Motta a perdu 2 fois cette saison quand même, parce qu'il était invaincu pendant une longue partie de la saison. Donc voilà, rapide tour d'horizon du plus grand championnat du top 5, la Serie A. Il faut le dire. Et c'est vrai, je sais plus ce que j'allais dire, mais voilà, j'ai totalement oublié. J'ai un trou. Attends, attention, hein, les Ukrainiens, attention. Romelu arrive. Va pas se passer comme à l'Euro. Hein, on va pas faire des passes vers notre gardien.
que le gardien n'est plus là. D'ailleurs, en tout cas, voilà. De toute façon, on en parle très bientôt. Et la vraie annonce, c'est que ce week-end, il y a Formule 1. Branchez-vous. On n'a rien à faire du foot. Là, il y a Formule 1, 5h du matin, Grand Prix d'Australie. On sera présent. Donc, allez, sur ce, on va vous laisser en moins d'une heure pour une fois. Merci encore, les gars. Merci à vous, hein. Merci à toi, merci à Erwan, merci à moi, c'est vrai. C'était à la hauteur aujourd'hui, donc c'était chouette de reparler football. En Ouais, plus, c'était cool, vraiment. C'est un truc qu'on a souvent et c'est un truc qui marche bien. Ouais, c'est bien. C'est vrai que je suis toujours avec Patrick et Carter. J'ai fait une ou deux fois Musamel et c'est tout, je pense. J'ai pas croisé les autres. Je suis juste là pour le quota de blanc, en fait. Après, c'est pas compliqué. Moi, je suis toujours là, donc tout le monde a fait toujours des émissions. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. je vais être en pause et tout. Il amuse, il est malade, c'est le ramadan, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on se retrouve vendredi prochain, comme je dis en live. On aura un invité, d'ailleurs, que vous découvrirez, que vous connaissez peut-être. En tout cas, passez une bonne semaine. Sur ce, ciao!